Merci. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation, le MRC 92 également pour cette invitation, que l'UPR que je représente ce soir a accepté avec plaisir. D'autant plus que dans cette période où le débat, effectivement c'est mieux comme ça, dans cette période où le débat entre les forces politiques ou même le débat démocratique exclut toute question de la souveraineté et toute question européenne dans les médias, dans les grands médias notamment, c'est effectivement un bon événement qui a été organisé, et c'est pourquoi nous sommes ravis d'y participer. Et je constate effectivement qu'autour de... Voilà, sur la scène, il y a plusieurs personnalités, plusieurs partis politiques et représentants de partis politiques, ainsi que plusieurs associations, et je pense dire avec une certaine exactitude que ce qui nous rapproche, c'est effectivement la défense de la souveraineté nationale et populaire. Et donc je pense qu'effectivement, le constat de base qui est celui de dire que la souveraineté nous a été volée, notamment en 1992 avec le traité de Maastricht, mais d'autant plus en 2005, alors que le peuple français avait voté non au traité constitutionnel européen qui lui a été imposé en 2007, effectivement, c'est, à mon avis, un des marqueurs de notre présence ici. Nous, ce constat, on l'a inscrit dans la charte fondatrice qu'a rédigée le président de l'UPR, François Asselineau, il y a 11 ans maintenant, en 2007, le 25 mars 2007. Donc ce constat, c'est que les Français ne sont plus en démocratie, qu'ils ne décident plus de leur politique, qui est désormais imposée par l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Et je pense effectivement que c'est un sujet qui est un petit peu sous-jacent dans tout ce que l'on a dit, c'est que la construction européenne et la politique européenne, eh bien, comment dire, nous empêche effectivement d'exercer notre souveraineté, qui n'est pas un simple outil, mais qui est notre pouvoir de décider par nous-mêmes de notre avenir collectif. Cette appartenance à l'Union européenne est donc la cause de toutes les politiques récessives que l'on connaît en France, mais aussi dans les pays du sud de l'Europe, notamment en Grèce, où la Troïka, qui est donc le FMI, la BCE et la Commission, ont imposé aux Grecs des mesures d'austérité absolument ahurissantes. Et donc, la plupart des pays du Sud, et la France y compris, commencent à vivre ce genre de situation. Ce que l'on dit également, c'est que l'Union européenne nous impose, par la voie de ses recommandations, des grandes orientations de politique économique, des mesures qui sont visibles par tout un chacun, mais le peuple français a parfois du mal à les relier à l'Union européenne et à l'appartenance de la France à l'Union européenne. J'en citerai quelques-unes. L'augmentation de la TVA sur les dernières années et la CSG, ce sont des demandes de l'Union européenne. La baisse de l'ISF, c'est une demande de l'Union européenne. Donc la politique de Macron, c'est la politique de Macron qui a été imposée par l'Union européenne. Le prolongement de l'autorisation du glyphosate, c'est demandé par l'Union européenne. La privatisation des grandes entreprises françaises, c'est poussé par l'Union européenne. La vente d'Alstom a été poussée par l'Union européenne. La privatisation de la SNCF est imposée par l'Union européenne. Il y a le rapport de 2014 des grandes orientations de politique économique impose, ou disons suggère fortement, pour parler avec un certain euphémisme, suggère fortement qu'il faut mettre en concurrence le service public du rail. Donc je pense qu'on est plusieurs à faire ce constat autour de la table, mais il y a quand même un clivage, à mon avis, sur la scène. C'est que nous, on dit ça, donc nous ne sommes pas les seuls à le dire, bien entendu, mais nous, ce que nous disons aussi, c'est que l'Europe est irréformable. L'Europe ne peut pas changer. Il y a un article qui s'appelle l'article 48 du traité de l'Union européenne qui impose l'unanimité pour changer les traités européens. Donc, on peut effectivement être d'accord sur plusieurs constats, mais en capacité opérationnelle, nous, ce que nous disons, c'est qu'on a deux choix finalement. Soit on reste dans l'Union européenne, et donc toutes les propositions que l'on peut faire et que chacune des formations politiques ici peuvent faire sont tout à fait intéressantes, mais elles sont inapplicables, tout simplement. Soit on se rassemble, et c'est ce que nous proposons à l'UPR depuis 2007, on se rassemble autour d'un projet qui est clair, c'est la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN au-dessus du clivage droite-gauche. Et c'est pourquoi nous, ce que nous disons, c'est nous sommes bien entendu ouverts au dialogue, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons avec plaisir ce soir, mais il faut avoir à l'esprit que
tout projet commun ne pourra se faire que sur des objectifs qui sont clairs et qui ont été définis à l'instant, c'est-à-dire que nous considérons que le sel même de la souveraineté se constitue dans l'appartenance ou non de notre pays à l'Union européenne. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes bien entendu ouverts au dialogue et ouverts à tout projet, mais que les conditions sont celles de sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et c'est pourquoi, effectivement, nous sommes un peu rébarbatifs, mais nous tenons à être extrêmement clairs pour que nos adhérents, nos militants et nos électeurs ne puissent pas être déçus, comme cela a pu être le cas pour d'autres formations politiques. Je vous remercie. Merci, monsieur le Effectivement, si la France sortie de l'Union européenne ne pourrait pas décider de sa politique économique et sociale, mais que feraient les pays, 194 pays qui sont plus petits que nous, finalement. C'est le premier point, ça me paraît un petit peu aberrant, et il faut effectivement battre en brèche cet argument qui est totalement fallacieux. Je vais quand même rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. Il y a un postulat qui serait de dire que la position de l'UPR et de François Asselineau, c'est une position... Comment dire, la position de François Asselineau est une position arc-boutée. François Asselineau est arc-bouté sur son article 50, sur le Frexit dur, voilà, il est têtu comme une mule. Mais, outre le fait qu'il le soit, le plus important, c'est de dire qu'on se donne les moyens d'agir. C'est aussi simple que ça. On parle d'Europe des nations, Europe des coopérations. Alors déjà, Airbus n'est pas le résultat de la construction européenne, c'est tout simplement une coopération internationale. Il y avait des nations qui sont hors de l'Union européenne dans Airbus, de même manière qu'il y a des nations qui sont... il y a des nations qui sont hors du périmètre américain dans Boeing. Voilà. Donc il ne faut pas confondre l'intégration supranationale et la coopération internationale. Le Frexit, c'est donc pas une lubie, c'est tout simplement se donner les moyens d'agir. Donc tout ce que l'on va dire ici, là je vais m'adresser aux camarades de la France Insoumise, il y a quelque chose qui est un petit peu flagrant, c'est qu'il y a une défense, il y a une volonté de défense de la souveraineté nationale et populaire chez la France Insoumise, qui est indéniable. Jean-Luc Mélenchon en a parlé, effectivement. Et vous dites, il ne peut y avoir de souveraineté nationale sans souveraineté populaire. Effectivement, mais il ne peut pas y avoir de souveraineté nationale sans sortie de l'Union européenne. Donc vos schémas sont totalement inopérants, c'est ce que j'essaie de dire. Si on ne se donne pas les moyens d'agir, on ne peut pas, tout simplement, et on s'arrête au milieu du chemin. Et ça a été d'ailleurs confirmé par Adrien Quatennens il y a quelques jours, qui a dit que le plan A, ce n'était pas le Frexit, et le plan B non plus. Il n'a jamais été question à la France Insoumise de sortir de l'Union européenne. Donc, par conséquent, le schéma que vous proposez est totalement inopérant. Il y a aussi une dernière idée, effectivement, c'est de se dire que la position du Frexit est totalement maximaliste et que ça engendrerait une ruine, voire un isolement de la France dans le monde. Rien n'est plus faux parce que fait la Suisse, par exemple? La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Est-ce que la Suisse est ruinée? Je ne crois pas. Est-ce que le Japon est ruiné? Je ne crois pas. Est-ce que la Suisse est isolée dans le monde diplomatiquement? C'est le pays qui recueille le plus d'organisations internationales et de conférences internationales. Donc il faut bien avoir à l'esprit que ce sont des arguments qui peuvent faire peur. C'est fait pour d'ailleurs, effectivement. C'est l'objectif. Mais si on ne bat pas en brèche ces arguments, on ne peut pas avancer et on peut discuter tant qu'on veut, mais on ne pourra pas agir au-delà. Merci, monsieur Bourgeon. Le Frexit, c'est pas le Frexit pour le Frexit, le projet de l'Union populaire républicaine, c'est de permettre l'ouverture à une voie de progrès social, de justice sociale. Je ne vais pas faire le programme de l'UPR ici, mais l'augmentation des minima sociaux, du SMIC, les nationalisations de TF1, des secteurs d'énergie, des secteurs de transport public, tout ça, c'est dans notre programme et c'est uniquement permis par le Frexit que nous proposons et que nous sommes les seuls, ou presque, à proposer. Pour revenir sur l'idée que le Frexit concernerait que quelques centaines de personnes, parce que c'est ce qui a été dit par monsieur tout à l'heure, ou sous-entendu, il y a quand même 30 500 adhérents maintenant à l'UPR, et
ce qui ne représente pas rien. Ensuite, sur le sujet d'Adrien Quatennens, bon, j'ai retrouvé le tweet, je vais pas le citer parce que voilà, j'ai retrouvé le plan B que je pourrais vous lire, monsieur, mais bon, c'est peut-être pas nécessaire, il n'y a aucune mention de la sortie de l'Union européenne dans le plan B. Il y a une idée selon laquelle on pourrait imposer et négocier avec l'oligarchie de changer les règles qui nous ont été instituées. Vous êtes pour la souveraineté populaire, vous êtes pour la souveraineté des peuples, mais en fait vous considérez que la souveraineté du peuple français est supérieure à la souveraineté des autres peuples qui composent l'Union européenne. Donc en fait vous voulez mépriser la souveraineté des autres peuples puisque vous voulez négocier au seul avantage de la France. C'est un petit peu contradictoire me semble-t-il, d'autant plus que la lutte, je termine, la lutte contre les délocalisations que vous souhaitez instaurer, bien entendu, la Pologne s'y opposera parce qu'elle voit affluer des grandes entreprises qui leur permettent de créer de l'emploi chez eux. La lutte contre le système des travailleurs détachés, je termine, 10 petites secondes, la Bulgarie sera contre, et le contrôle des capitaux, le Luxembourg et les Pays-Bas seront bien entendu contre. Donc, ce que vous proposez, c'est-à-dire la renégociation au sein des instances européennes, se heurtera aux intérêts, et légitimes d'ailleurs, aux intérêts légitimes des pays qui divergent. Merci, monsieur Longeon. On va pas donner la parole à M. Kuzmanovic tout de suite.